A priori, si on investit sur les marchés financiers, il y a un moment donné ou un autre, surtout si on investit sur le long terme, où on sera confronté à une bulle financière, une bulle spéculative, et notre probabilité d'investir peut-être dans un mauvais moment, bah, ça reste quand même très présent, et donc il faut comprendre un petit peu comment fonctionne tout ça, comment fonctionnent ces événements-là, et comment on peut créer en fait un portefeuille pour pouvoir se protéger de la meilleure manière possible. Quelles sont aujourd'hui les alternatives, les outils qu'on peut avoir à notre disposition pour pouvoir se protéger au maximum en cas d'exposition à une bulle financière ou une bulle spéculative particulière. Parce que si aujourd'hui tu es quelqu'un de relativement jeune, tu as commencé tout juste à investir sur les marchés financiers, tu n'as peut-être pas encore connu des épisodes de bulles financières ou de bulles spéculatives. Pour les plus anciens, ceux qui ont pu investir notamment lors de la bulle Internet dans les années 2000, c'est quelque chose qu'ils ont connu. Donc la réflexion va pas être la même. Et je pense que notre probabilité d'être sujet ou d'être confronté à des bulles financières ou des bulles spéculatives, surtout si on décide d'investir sur des périodes par exemple supérieures à 20 ans, 25 ans, voire 30 ans sur les marchés financiers, ça reste quand même quelque chose de très présent et c'est très compliqué de pouvoir déterminer le moment où on est dans une bulle financière ou d'une bulle spéculative si on ne l'a pas vécu au préalable. Et encore une fois, quels sont les outils, les moyens aujourd'hui à notre disposition pour pouvoir nous protéger et éventuellement se développer un portefeuille qui puisse fonctionner correctement, peut-être diminuer la volatilité et continuer de nous proposer des performances significatives et très intéressantes sur le long terme. Tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo sera issu de ce papier de recherche là que tu vois à l'écran et comme d'habitude, je te mettrai le lien dans la barre d'infos si tu veux revenir dans les sources officielles ou en tout cas si tu veux avoir plus de précision et plus d'informations que celles que je vais essayer de te présenter ici. Donc selon les auteurs de l'étude, c'est plus facile entre guillemets de repérer les bulles que d'investir à travers elles, et pour ça, ils ont étudié les propos de gros investisseurs concernant l'arrivée d'une prochaine crise, ainsi que les résultats qu'ils auront pu obtenir finalement avec cette étude-là. Donc parmi les gros investisseurs qu'ils ont analysé leurs propos, on va citer par exemple Ray Dalio, Peter Lynch, Howard Marks, etc. C'est des personnes que je t'ai déjà présentées à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, et du coup, ils ont analysé les propos de ces personnes-là et voir si ces gens ont eu finalement raison, s'ils n'ont pas des fois tiré la sonnette d'alarme un peu trop tôt et ils ont analysé en fait tous les résultats qu'ils auront pu obtenir. Donc tu as le détail dans l'analyse, là je vais simplement te donner la conclusion et ce qui est important de retenir. Et finalement ce qu'on peut constater de cette étude, c'est que tous avaient pris leur décision un peu trop tôt et il s'avère même que c'est plus facile de prédire finalement ce qui va se passer que quand ça se produira. C'est-à-dire que des fois on est intimement convaincu qu'il y a quelque chose qui va se passer parce qu'il y a des signes macroéconomiques et des signes précurseurs d'une prochaine crise. Par contre, le quand ça va arriver, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué et un petit peu plus fastidieux. Par exemple, en 1995, Ray Dalio il disait « Je pense que nous approchons d'une phase d'explosion de marché boursier américain » et il a dit en plus juste après que l'accélération des prix à la hausse précède en général d'une correction significative de 20% à partir des 18 prochains mois. Peter Lynch a fait écho aux préoccupations de Ray Dalio en 95 en avertissant que pas assez d'investisseurs sont inquiets entre guillemets. Et en 96, qu'est-ce qui s'est passé ? Le S&P a grimpé de 23%, défiant bien évidemment les prédictions de Ray Dalio et d'une correction rapide. En 97, on a eu une hausse du Nasdaq de 22% et du S&P 500 de 33%. Et au cours des 5 années allant de 94 à 99, le Nasdaq finalement a rapporté 40% par an, ce qui est juste énorme. Si maintenant on zoome sur les performances finalement du marché, que ce soit le Nasdaq, le S&P 500, les small caps de type value, les larges capitalisations de type value, le MSCI World, etc., en fonction des prédictions et en fonction des premières sonnettes d'alarme en fait qui ont été tirées par des gros investisseurs comme Ray Dalio, Peter Lynch, etc., depuis 95 jusqu'au sommet en fait dans les années 2000, après l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000, on se rend compte que à partir du moment où il y a des gros investisseurs qui ont dit attention, le marché est en surchauffe, éventuellement il faut penser à vendre, etc., le marché en fait il a continué d'augmenter, peut-être d'une manière irrationnelle, mais en tout cas il a continué d'augmenter de manière quand même importante et significative dans les 5 années qui ont suivi les premières prédictions, notamment de Ray Dalio et de Peter Lynch. Le Nasdaq a fait 43% sur cette période, le S&P 500 26%, les small caps de type value 22%, etc. etc. Donc tu vois, ça nous montre déjà a priori que quand on a des gros investisseurs qui vont commencer à dire, et puis c'est des multimilliardaires, tous ceux qu'on étudie là, donc c'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est des gens qui ont quand même un certain
succès financier, et ben même ces personnes-là, ils ont des fois en tête des signes précurseurs ou une analyse pour une éventuelle, on va dire, surchauffe de marché, mais souvent c'est des personnes qui peuvent se tromper, et se tromper sur le marché, ça peut durer quand même un certain temps. On sait que le marché est cyclique, mais ça peut prendre quand même un certain temps, et là en l'occurrence, ceux qui étaient sortis en 95 auraient loupé quand même des performances importantes sur la plupart des actifs qui sont représentés ici. Maintenant, si on ouvre le spectre d'études de 95 jusqu'à 2002, jusqu'au creux et à la fin de l'explosion de la bulle Internet, lorsqu'on a eu les 2 grosses années de correction avant de commencer à reprendre une certaine tendance haussière sur les différentes classes d'actifs, on se rend compte en fait que le Nasdaq a eu sur cette période-là un super gros drawdown, donc une super grosse volatilité entre le point le plus haut et le plus bas sur cette période d'analyse. Forcément, les valeurs technologiques, quand il y a eu l'explosion de la bulle Internet, ça a été clairement le secteur le plus touché. Le S&P 500 également a permis d'offrir des super performances sur ces périodes, mais au prix quand même d'un max drawdown super important. Les large values c'est pareil, le MSCI World c'est pareil. Bref, il y a la plupart des actifs, comme tu le vois à l'écran, qui ont quand même énormément été touchés. Par contre, là où c'est super important, et ça va nous servir un petit peu plus tard pour cette étude et pour cette analyse, c'est quand on va zoomer finalement sur les small caps de type value, parce que c'est clairement la classe d'actifs qui sur cette période-là a permis d'offrir des performances beaucoup plus élevées que la moyenne, 16,8% de rendement, et un max drawdown de 26,5% après l'explosion justement de la bulle Internet des années 2000. Donc c'est à la fois la classe d'actifs qui a permis d'offrir sur cette période les plus hautes performances et qui a subi finalement une volatilité plus faible à ce moment-là. Donc ça pourra nous servir un petit peu plus tard, notamment sur peut-être les outils, les moyens et les méthodes qu'on pourrait utiliser ou les actifs qu'on pourrait avoir en portefeuille pour se protéger éventuellement pour une prochaine bulle spéculative ou une prochaine bulle financière. Par contre, il y a toujours une question en suspens qui est celle que je t'ai mise à l'écran. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu finalement un moyen de pouvoir profiter de la bulle technologique des années 90, mais aussi d'en sortir avant que le marché se retourne? Et pour ça, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs pistes de réflexion qui sont proposées dans ce papier de recherche. Premièrement, c'est le suivi de tendance. Alors le suivi de tendance, c'est quelque chose que je t'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, à travers différentes vidéos que tu pourras retrouver dans la playlist bourse si ça t'intéresse. Mais le suivi de tendance qui est décrit et qui est présenté dans ce papier de recherche, c'est en étudiant et en utilisant notamment le cas de la moyenne mobile à 200 jours en fonction des différents actifs. Donc l'idée en fait c'est de posséder l'actif tant qu'il augmente pour éviter en fait après par la suite de le garder durant sa baisse, donc c'est de le garder pendant qu'il augmente, mais de s'en séparer et de le vendre pour du cash ou des obligations qui sont considérées comme étant plus sécuritaires et moins risquées finalement par exemple que les actions, dès que le prix tombe en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours. Donc on va garder l'actif tant qu'il va augmenter, mais si sa moyenne mobile à 200 jours, donc on va dire sa tendance plutôt long terme, commence à diminuer, lorsque le prix va passer en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours, on peut supposer qu'il risque d'y avoir, on va dire, un retournement de tendance, et du coup on va se séparer de cet actif pour augmenter notre proportion dans le portefeuille en termes de cash et des obligations. Et ensuite, lorsque l'actif va redépasser à la hausse sa moyenne mobile à 200 jours, on va revendre nos obligations ou le cash qu'on a à notre disposition pour s'exposer de nouveau aux actifs qu'on s'était séparés finalement un petit peu plus tôt. Si maintenant on analyse les résultats de cette stratégie entre 1995 et puis le creux de la bulle Internet dans les années 2002, on se rend compte que ce soit pour le Nasdaq, le S&P 500 ou les small caps de type value, c'est-à-dire que sans la mise en place du trend following, on a eu des performances importantes. Par contre, ça s'est payé quand même avec un max drawdown super élevé pour la plupart de ces actifs. Si on avait mis en place la stratégie du trend following, donc avec la moyenne mobile à 200 jours que je t'ai présenté un petit peu plus tôt, pour le Nasdaq et le S&P 500, on serait sorti un peu plus tôt du marché. Donc c'est pour ça qu'on aurait eu en fait des retours sur investissement un petit peu plus faibles sur cette période. Par contre, tu vois, le max drawdown est quand même beaucoup plus faible pour le Nasdaq et pour le S&P 500. Si maintenant, en plus de la stratégie du trend following sur le Nasdaq et sur le S&P 500, on décide d'ajouter en portefeuille des small caps de type value, donc des petites capitalisations de type value en termes d'entreprise, si tu veux, on se rend compte qu'on arrive à la fois pour le Nasdaq et pour le S&P 500 à conserver quand même une certaine performance, mais de diminuer quand même au maximum le max drawdown. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que pour le S&P 500 avec le trend following et ajouter des small caps de type value, tu vois, on arrive à avoir sur ces périodes-là 23,6% de rendement et un max drawdown de 20,2%. Donc c'est quand même plus élevé que simplement de faire du trend following sur le S&P 500. Par contre, pour le Nasdaq, c'est là où c'est la magie en fait s'est opérée. On a eu certes des rendements un peu plus faibles,
puisqu'on est passé de 38,1% juste avec la stratégie du trend following à 30,4% avec la stratégie du trend following et des small caps de type value. Par contre, on est passé de 40,8% de max drawdown à moins 23,1%, ce qui est juste énorme. Donc tu vois que la stratégie en fait du suivi de tendance et éventuellement l'ajout de small cap de type value, c'est quelque chose qui peut te permettre d'une certaine manière de te protéger des explosions de bulles et de limiter au maximum la volatilité de ton portefeuille, tout en te permettant aussi de profiter de ces périodes d'euphorie là pour faire croître en fait ton portefeuille sur le long terme. Ce qu'on remarque à travers cet exemple, c'est que la stratégie du trend following, en tout cas pour le cas de l'étude et de l'explosion de la bulle internet des années 2000, c'est que la stratégie du trend following ou du suivi de tendance a très bien fonctionné puisqu'elle a permis finalement de suivre la bulle et de faire sortir les investisseurs avant que le plein impact de la crise ne se fasse sentir. Ensuite, si tu vas un petit peu plus loin dans cette étude, il te donne d'autres informations, certains critères que tu pourrais potentiellement analyser pour déterminer si un marché est en surchauffe ou sous-évalué par rapport à sa valeur long terme. Parmi l'un des critères qui est analysé, c'est par exemple le ratio de cap. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, sur 2 vidéos là que je te mets à l'écran et que tu pourras retrouver dans la playlist bourse. Donc tu as la première vidéo qui s'appelle le S&P 500 trop cher en ce moment, une baisse à venir, et je t'explique comment fonctionne le ratio de cap, son intérêt, ses limites également, etc. etc. Et je t'en parle également aussi dans une vidéo qui s'appelle ce qu'on ne vous dit pas sur le market timing, et je t'explique notamment toutes les études et toutes les recherches que j'aurais pu effectuer de mon côté là-dessus, avec vraiment des analyses académiques qui sont présents là-dessus, avec des chiffres concrets qui expliquent la réalité du market timing, donc d'essayer de déterminer le ou les meilleurs moments pour pouvoir rentrer, sortir du marché, etc. Et aujourd'hui, les études démontrent que c'est plutôt une stratégie perdante sur le long terme, donc il faut faire attention. Il y a des outils, le ratio de cap, c'en est un, il en existe plein d'autres, mais globalement, si on s'amuse à faire ça sur le long terme et puis de faire ça très régulièrement, plus on va faire du market timing, surtout en tant que débutant, voire même en tant que particulier, ça peut être préjudiciable pour les performances long terme de ton portefeuille. Enfin, si maintenant on dézoome un petit peu, on peut analyser les différents indices, comme par exemple là le cas du Dow Jones, entre 1896 et 2016, et on se rend compte que malgré les crises, malgré les contraintes économiques, la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, ou tous les gros événements économiques, macroéconomiques qu'on connaît et qu'on a déjà connus par le passé et qu'on connaîtra éventuellement par la suite, à chaque fois on a eu un dépassement de notre précédent plus haut. Des fois par contre, attention, c'est quand même plus ou moins long. Pour le cas de la Grande Dépression de 1929, pour la personne qui aurait acheté au plus haut, il aurait fallu 25 ans, comme tu peux le voir ici, il aurait fallu 25 ans pour récupérer son précédent plus haut. Par contre, en effet, si tu avais fait un DCA sur tes périodes, sur ces périodes-là, tu aurais lissé à la baisse et ton coût moyen aurait été plus bas, bien évidemment. Donc tu aurais peut-être dépassé ton précédent plus haut, ou en tout cas ton coût d'achat moyen à ce niveau-là. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que structurellement parlant, les marchés financiers, les marchés boursiers de manière générale, fonctionnent très très bien et que structurellement, ils restent quand même extrêmement haussiers sur le très long terme. Des fois, ça peut prendre plus ou moins longtemps, donc ça ne justifie pas, selon moi, l'intérêt de pouvoir acheter à n'importe quel prix, donc il faut quand même se poser la question. Et tu vois, là, 25 ans, souvent on nous dit investir sur le long terme, investir sur le long terme. Oui, mais tu vois, le long terme, pour certaines personnes, ça peut être 25 ans ou 30 ans. Et si tu investis en fait dans une bulle, dans une pire période, tu peux te retrouver dans le trou pendant très longtemps. Là, comme ça a été le cas après la Grande Dépression de 1929. Là, ici, il a fallu 16 ans. Là, il a fallu 6 ans pour récupérer son précédent plus haut. Lors de l'explosion des valeurs technologiques dans les années 2000, que je t'ai montré dans cette étude, le S&P 500, il lui a fallu 12 ans pour dépasser son précédent plus haut. Tu vois? Donc, il faut rester vigilant par rapport à ça. Je pense que cette étude, elle est intéressante sur plusieurs points. Déjà, elle nous donne des outils et des manières peut-être pour éviter la volatilité et peut-être sortir au bon moment, notamment avec la stratégie du trend following et puis dans l'allocation d'actifs avec le fait d'ajouter des small caps de type value. Par contre, ça n'empêche pas qu'il faut quand même rester conscient des risques, de comprendre que même si structurellement la bourse reste extrêmement haussière sur le long terme, ça ne justifie pas le fait d'acheter à n'importe quel prix, parce qu'il y a des périodes qui peuvent être plus ou moins longues, et c'est pas parce qu'on va avoir des gros investisseurs qui vont sonner la sonnette d'alarme
terme depuis maintenant des années, qu'ils auront forcément raison. Ils peuvent avoir raison à un moment donné, ils auront sans doute raison à un moment donné parce que le marché reste très cyclique, mais ils peuvent avoir tort pendant un certain temps et des fois même pendant longtemps, quitte à voir leur portefeuille qui va énormément baisser à ce moment-là. C'est ce qu'on a pu voir notamment dans le film The Big Short que je t'invite à voir. Les auteurs et les investisseurs justement qu'on présente dans ce documentaire, en tout cas dans ce film, ça peut être aussi un documentaire en fonction de la manière dont tu vas le voir, c'est des personnes qui ont investi en prédisant d'une certaine manière, si tu veux, la crise des subprimes et l'explosion de la bulle de l'immobilier aux États-Unis, et donc ils étaient short, donc ils ont parié à la baisse en fait sur le marché, et le marché était tellement en euphorie et décorrélé total par rapport à ce qui se passait d'un point de vue de l'économie, si tu veux, que le marché a continué à augmenter. C'est des personnes qui pendant longtemps ont perdu de l'argent en fait sur leur portefeuille jusqu'au moment où finalement ils ont eu raison. Mais c'est ça aussi en fait l'investissement en bourse. Il faut comprendre qu'il y a un gros aspect psychologie dans l'investissement, et des fois le marché peut rester irrationnel pendant très longtemps. C'est d'ailleurs un sujet que je t'évoque en détail dans cette vidéo là que je te mets à l'écran, qui s'appelle bulle financière et bulle spéculative, comment se protéger et comment investir dans les bulles financières et les bulles spéculatives. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil, tu retrouveras ce contenu directement dans la playlist bourse si tu veux avoir plus de détails à ce sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers de manière générale, je t'ai préparé un programme de formation offert que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Donc tu verras dans la description, je te mets un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.